Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir de voir l'intérêt envers l'épidémiologie des eaux usées. Donc, je suis très contente de participer au webinaire hebdo cette semaine. Puis, ce que je vais peut-être faire au cours des prochaines 30 minutes, et là, je vous dévoile déjà la solution à l'intrigue. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser l'eau usée pour pouvoir informer ou influencer certaines décisions de santé publique? Donc, je suis certaine que vous êtes tous familiers avec les méthodes traditionnelles par lesquelles on obtient de l'information en lien avec les populations. Donc, vous avez certainement déjà reçu des sondages par la poste ou par Internet ou des appels pour vous poser des questions, toujours dans une optique d'essayer d'avoir de l'information à propos d'une population. Ça peut être aussi des rapports de vente ou des rapports de prescription qui peuvent être utilisés, ou dans le cas des drogues illégales, des statistiques sur les saisies de drogue. Dans le contexte dans lequel on vit actuellement, il y a un autre exemple que je suis certaine que vous connaissez aussi très bien, c'est de prélever des échantillons directement chez les gens. Donc, on sait tous maintenant ce qu'est un écouvillon et on a réussi à avoir même plusieurs démonstrations dans les différents médias d'information. C'est pas toujours l'air agréable, mais on sait maintenant que c'est une façon d'obtenir de l'information à propos d'une population. Donc, si on prend cette même population-là, mais qu'on essaie d'innover un peu dans la façon qu'on va chercher l'information, il y a un groupe de chercheurs qui, en 2008, c'est des chercheurs italiens, qui ont proposé d'analyser les populations en les regroupant en fonction de la station d'épuration à laquelle ils sont reliés. Donc, de quelle façon il y a un lien entre ces gens-là ou cette population-là et l'eau usée? Bien sûr, c'est par le système d'égout ou par leurs toilettes. Donc, si on prend l'exemple des drogues illégales, qui est l'exemple qui avait été pris par les chercheurs italiens, quand les gens consomment une drogue, que ce soit de la cocaïne ou autre drogue, il y a une certaine dose qui est consommée. De cette dose-là, il y a une partie qui est excrétée, soit inchangée ou soit sous forme de métabolites. Donc, ça laisse une trace dans l'eau usée, qui est quelque chose qu'on peut détecter si on prélève l'eau usée tout de suite à l'entrée de la station d'épuration. Donc, si on prend cette information-là, qu'on connaît la quantité d'eau qui est arrivée, qu'on utilise des bonnes méthodes de faire l'échantillonnage, qu'on a des méthodes optimisées pour pouvoir faire la quantification, mais on peut arriver à savoir combien de cocaïne ou du métabolite de la cocaïne a été excrété au cours d'une certaine journée, ce qui nous permet de faire un calcul pour pouvoir déterminer quel était le nombre de doses utilisées par la population au cours de cette journée-là pour la population qui est desservie par la station d'épuration des eaux usées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie des eaux usées. Donc, maintenant que vous savez un peu ce qu'est l'épidémiologie des eaux usées, si vous ne le saviez pas avant, je vais vous présenter quelques résultats antérieurs qui démontrent le type d'information qu'on peut aller chercher. Je vais vous parler un peu de l'étude pilote pan-canadienne qui est en place depuis 2018, puis un peu discuter de qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi la perspective dans le domaine de l'épidémiologie des eaux usées, particulièrement dans le contexte dans lequel on se trouve présentement. Donc, juste pour vous situer un peu dans le temps ce que je vais vous présenter, l'approche est très populaire depuis quelques années, mais bon, comme j'ai mentionné, le point de départ, c'est l'année 2008, par l'article qui a été publié par le groupe italien. Au cours des années subséquentes, donc de 2008 à 2014, mon labo a fait plusieurs campagnes d'échantillonnage, dont certaines en collaboration avec Chris Metcalf à l'Université de Trent pour avoir des échantillons aussi qui couvraient l'Ontario. Et ça nous a permis d'être invités par le groupe SCORE, qui est un groupe européen ciblant l'épidémiologie des eaux usées. Puis je vais vous en parler un petit peu davantage plus tard dans la présentation.
Puis, en parallèle à cette collaboration-là, on a aussi participé à des projets en Barbade, au Mexique, qui avaient un intérêt à l'utilisation de la méthode. Et depuis 2018, dans le contexte de la légalisation du cannabis, on a travaillé aussi en étroite collaboration avec Statistique Canada. Puis, je vais vous présenter quelques résultats reliés à ça également. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé un petit peu un, un overview, excusez, je ne trouve pas le mot en français, des différents articles qui présentent ces résultats-là. Donc, ça peut être une page de référence par la suite. Donc, quelques résultats. Le graphique est un peu vintage, c'est des données 2008-2009, mais encore sa pertinence parce que c'est les premiers résultats qui ont été publiés pour l'Ontario et le Québec pour l'épidémiologie des eaux usées. La liste de drogues était beaucoup plus faible à ce moment-là, comme vous voyez dans la légende, on suivait uniquement 4 drogues différentes, mais ça nous a permis de valider que les méthodes fonctionnaient, qu'on était en mesure de les détecter dans les eaux usées, de voir certaines tendances entre des milieux urbains comme Montréal ou des milieux plus ruraux comme Peterborough, et de voir que, comme on s'attendait, la cocaïne était nettement supérieure aux autres drogues, qui est une drogue qui est reconnue comme étant consommée de façon plus large. Donc, quelques années après, on a élargi ou allongé la liste de drogues cibles. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'acte des X. Donc, il y avait beaucoup plus de composés qu'on suivait dans cette eau-là. On avait aussi fait les prélèvements d'une façon un peu différente pour pouvoir comparer les doses pendant la semaine et les doses pendant la fin de semaine. Et pas de surprise ici, si on regarde le MDMA, qui est l'ecstasy ou les méthamphétamines, qui sont reconnus comme étant des drogues plus de party, on avait des accroissements de concentration le week-end relativement à la semaine. Alors que d'autres drogues, comme la cocaïne ou le tramadol ou la morphine, qui sont souvent utilisées ou même prescrits dans certains cas pour contrôler la douleur, sont consommées de façon beaucoup plus régulière. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas de différence entre les concentrations en fonction des jours de la semaine. Et c'est des résultats aussi qui ont été observés là, dans d'autres villes à travers le monde. Donc, ça démontre la sensibilité de la méthode de pouvoir détecter ces changements-là de niveau de drogue en fonction de différents facteurs. Mais bon, est-ce que ces estimés-là sont bons ou pas? On peut se poser la question. Et ce qu'on a fait, c'est que pour les résultats de 2008, donc qui étaient les premiers résultats qu'on a obtenus, on est allé chercher une source d'information à laquelle on pouvait se comparer. Donc, on a réussi à trouver ces résultats-là qui avaient été publiés par l'UNODC et on a pris les données pour l'Amérique du Nord qui étaient comparables pour le Canada. Donc, c'était le point le plus près qu'on pouvait avoir. Bien sûr, on n'avait pas analysé toutes les données, toutes les drogues qui étaient incluses dans cette étude-là. Donc, on est obligé de manipuler un peu les données pour se concentrer juste sur les 3 types de drogues que nous, on avait suivis dans l'eau usée. Donc, il y a la partie en gris du tableau. Donc, ça donnait comme information que selon les méthodes utilisées par l'UNODC, 31 étaient de la cocaïne, 13 des amphétamines et 10 des opioïdes. Et de façon stupéfiante, je dois avouer que nous-mêmes, on a été surpris en faisant l'analyse. Nos résultats collaient parfaitement avec les données qui avaient été publiées. Donc, ça nous rassurait dans la validité de cette approche-là qui permettait d'obtenir un portrait de consommation qui pouvait être fiable. Donc, ça nous a amené à accepter l'invitation du groupe SCORE, donc de joindre le groupe européen qui avait commencé en 2011. Leur objectif initial était vraiment de développer les meilleures pratiques en épidémiologie, de faire des comparaisons entre les laboratoires, de déterminer quels étaient les défis à relever pour pouvoir implanter cette méthode-là. Et comme vous pouvez voir sur les différents graphiques, que ce soit en nombre de populations, de pays, de villes ou de laboratoires qui participent, c'est vraiment en expansion continue. Et il y a maintenant 29 pays qui sont inclus dans cette étude-là, qui consiste à faire un échantillonnage tous à peu près en même temps pendant une semaine au printemps et de compiler toute cette information-là de façon centrale.
Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'accroître la distribution spatio-temporelle des données. Puis aussi, à plus long terme, un des objectifs, c'est de développer pour le suivi de d'autres biomarqueurs que les drogues illégales. Donc, il y a beaucoup de données. Je ne peux pas vous résumer tout ça, mais je vous ai extrait des données pour 2 drogues. Donc, on peut commencer par la cocaïne, par exemple. Je sais que c'est impossible à lire à l'écran. Il y a 86 villes différentes, donc c'est difficile. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que Montréal se retrouve dans le petit encadré rouge qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, ça nous permet de voir que la consommation de cocaïne à Montréal est sous la moyenne de l'ensemble des villes qui participent à chaque année dans le projet SCORE. Donc, ça peut être rassurant pour les gens en santé publique. On a seulement une valeur pour l'année 2015 où la concentration ou la consommation était supérieure à la moyenne pour les différentes villes, mais pour l'ensemble des autres années, on était toujours en deçà de cette moyenne. Un autre drogue d'intérêt, donc le cannabis. Si on regarde les résultats qui ont été publiés en 2014, encore une fois, je sais que c'est difficile à lire, mais je veux vous montrer le positionnement de Montréal. Donc, à ce moment-là, on se retrouvait un peu plus près des villes avec des plus hauts niveaux de consommation, mais encore là, sous la moyenne de l'ensemble des villes. Et ça, c'était pour l'année 2014. Où pensez-vous qu'on s'est retrouvé en 2019? Donc, je vous présente les résultats de 2019. Et voilà, Montréal était maintenant en tête de peloton dans cette analyse-là. Et si on regarde d'un peu plus près ce qu'on observe, donc on voit très bien, là, si vous regardez le petit triangle vert, on est autour de 50 mg par millier de personnes par jour, alors qu'en 2019, on était bien au-delà, au tout près de 300 mg par millier de personnes par jour. Et si vous vous souvenez, c'est en octobre 2018 que le cannabis a été légalisé. Donc, quand ces résultats-là sont sortis, bien sûr, ça a soulevé beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a vraiment un accroissement de consommation de cannabis dû à la légalisation? Je mets toujours un petit bémol à cette conclusion-là parce que, comme j'ai mentionné précédemment, cet échantillonnage-là est fait sur une semaine. Donc, on peut difficilement extrapoler des données pour une semaine sur l'ensemble d'une période prolongée ou une année là, pour toute une population. Mais ça laisse présager qu'on devrait peut-être avoir des données plus fréquentes pour pouvoir valider cette information-là. Et c'est dans ce contexte-là que le projet pilote avec Statistique Canada a démarré. Donc, comme je le mentionnais tantôt, c'est en octobre 2018 que le cannabis a été légalisé. Et au début de 2018, Statistique Canada a vraiment fait un effort d'identifier différentes stratégies pour pouvoir aller chercher de l'information supplémentaire sur les patrons de consommation des gens pour pouvoir mieux suivre justement quel changement allait apporter la légalisation de la marijuana. Et une des méthodes qui était retenue, il y en a plusieurs autres, mais une des méthodes qui était retenue, c'est l'épidémiologie des eaux usées. Donc, ils ont entendu parler de cette méthode-là, ils ont su qu'on avait fait des analyses au cours des 10 dernières années dans cette dynamique-là de drogue illégale. Donc, on a travaillé à partir du début 2018 en étroite collaboration avec Statistique Canada pour établir les protocoles, recruter les différentes zones métropolitaines pour participer à l'étude. Et cette partie-là de la tâche a été faite avec le soutien du réseau canadien pour l'eau, qui est en étroite collaboration avec les différentes municipalités. Ce qui a permis de rapidement mettre en place le projet et d'obtenir données sur une période d'une année, incluant le moment de la légalisation. Et le projet est toujours en cours. Donc, ce que je peux vous présenter aujourd'hui, qui est la partie d'information qui est maintenant publique, c'est la première année des travaux. Donc, qui couvre de mars 2018 jusqu'à février 2019, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, parce qu'encore une fois,
la quantité de données est assez astronomique, là. On était très heureux de travailler avec des statisticiens pour pouvoir faire l'analyse de ces données-là, qui ont des compétences vraiment essentielles, selon moi, à faire ce type d'analyse-là au niveau des populations. Donc, leur collaboration, leur rôle principal dans l'analyse de données était vraiment fantastique, quelque chose auquel on n'avait pas eu accès dans nos analyses antérieures. Donc, ici, c'est deux façons de présenter les données. Donc, dans la partie de gauche, on voit qu'on peut regrouper les données pour toute l'année en fonction des différentes zones métropolitaines et voir un peu les niveaux de variation. On peut aussi voir les tendances de comparaison entre les sites, bien qu'il faut aussi faire attention quand on fait des comparaisons entre les sites parce qu'on n'a pas d'informations nécessairement sur les systèmes d'égout qui permettent de faire peut-être une correction de la dégradation qui pourrait y avoir lieu pendant le transport. Puis on peut aussi le regarder en fonction du temps. Donc, si on regarde la partie du graphique de juillet 2018 jusqu'à février 2019, on pourrait effectivement conclure que la légalisation du cannabis en octobre 2018 a contribué à un accroissement de la consommation. Par contre, on a vraiment deux mois précédents, donc mai et juin, qui ont donné des valeurs nettement supérieures à ce qu'on s'attendait, qui a soulevé beaucoup de questions. Donc, au niveau d'une population, là, avoir un multiplicatif de 3 de consommation est assez inattendu. Donc, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites sur ça et on a espoir que les données de 2019-2020 vont permettre de voir est-ce que c'est vraiment un effet saisonnier. Donc, est-ce que c'est les étudiants en fin de session qui contribuent, par exemple, à un accroissement en mai ou en juin, ou s'il y avait vraiment une problématique au démarrage là, du projet pilote qui aurait pu causer cet aspect-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on était capable de couvrir une population de 8,4 millions de personnes plutôt que d'avoir à soit analyser des spécimens chez les gens ou de questionner les gens par rapport à leur consommation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc, si on est capable de détecter la drogue illégale, et on s'entend, ce n'est pas quelque chose que tout le monde consomme, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dans notre eau usée qu'on pourrait utiliser pour pouvoir informer la santé publique. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. C'est une référence que je vous invite à consulter si vous avez un intérêt. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être suivies, que ce soit en exposition à des composés chimiques, que ce soit du stress oxydatif ou que ce soit des patrons de consommation pour diverses choses ou certaines maladies. Et il y a même un projet qui est très intéressant pour la polio, où il y a eu un programme de surveillance qui a été mis en place pour pouvoir réagir très, très rapidement si la maladie était en émergence dans certaines régions. Et ça a été démontré que dans ce contexte-là, ils ont réussi à mettre en place des mesures rapidement et de confiner ou de limiter la propagation de la maladie. Dans ce contexte-là, je pense qu'on peut très facilement faire le lien avec ce qu'on vit présentement avec la COVID-19. Donc, si on est capable de le faire avec différents composés, pourquoi pas tenter d'utiliser l'épidémiologie des eaux usées pour faire le suivi du virus de la COVID-19. Il y a des chercheurs qui ont tout de suite planché sur ces techniques-là et déjà à la fin du mois de mars, il y a un groupe des Pays-Bas qui ont publié un article qui démontre qu'effectivement le virus est présent dans les eaux usées, que les techniques en place permettent de quantifier le virus qui est présent. Et ils ont même été en mesure de détecter ou de prouver qu'avant que la vague commence dans les Pays-Bas, ils ne détectaient pas le virus dans les eaux usées. Et quand les cas ont commencé à être rapportés, il était effectivement détecté. Malheureusement, la façon que l'échantillonnage a été fait, ils n'ont pas le juste avant que les premiers cas soient rapportés. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'ils auraient pu le détecter avant que les cas soient présents. Mais c'est un indicateur que ce n'est pas un faux positif, là, ce qu'on est en train de mesurer, puisque les échantillons de contrôle, donc pris avant l'émergence de la maladie, étaient négatifs.
De quelques jours après, donc au début du mois d'avril, il y a un autre consortium qui ont publié un article, cette fois-là sur des échantillons prélevés aux États-Unis. Donc, ce qui démontre que dans un autre laboratoire, dans un autre système d'égout, peut-être des techniques un peu différentes, ils ont aussi été en mesure de faire ce type d'analyse-là, ce qui démontre que la technique est prometteuse. Et encore une fois, pour votre information, j'ai mis le lien qui est en jaune. C'est un site qui tente là, de compiler l'information qui sort sur l'épidémiologie des eaux usées dans le contexte du COVID-19. Donc, ça peut être une référence utile à consulter. Donc, maintenant, comment on s'y prend pour mettre ça en place, peut-être à plus grande échelle? Donc, il y a beaucoup de discussions qui se fait présentement au Canada, incluant plusieurs chercheurs qui sont membres de centraux pour voir comment on s'organise, comment on partage les meilleures pratiques, comment on met les différentes expertises ensemble pour pouvoir adapter l'épidémiologie des eaux usées au contexte du COVID-19. Et ici, je tiens à souligner que je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas spécialiste en virologie. J'ai beaucoup lu sur le sujet, par contre, parce que ça fait des années que je me penche sur l'épidémiologie des eaux usées et je vois l'importance et la pertinence de l'appliquer au contexte du COVID-19. Donc, si vous avez des questions très pointues sur le virus, je ne serai peut-être pas en mesure de répondre, mais je vais essayer quand même de vous guider dans la bonne direction. Et pour ceux qui ont un intérêt cet après-midi à 3 heures, il y a la session de fermeture du sommet qui a été organisé par le Water Research Foundation. Et le sommet est spécifiquement sur l'utilisation de l'eau dans le contexte du COVID-19. Et le groupe a travaillé depuis le 27 avril à essayer de déterminer les meilleures pratiques et de mettre ensemble les différentes expertises pour pouvoir accélérer la mise en place là, de projets en épidémiologie des eaux usées pour le COVID-19. Donc, rapidement, pour conclure, l'épidémiologie des eaux usées est en général reconnue comme étant plus rapide et moins dispendieuse que beaucoup d'autres méthodes de suivi des populations. Si on se rappelle des écouvillons, c'est beaucoup moins invasif aussi comme méthode. Donc, pendant plusieurs mois, il faut faire le suivi de la maladie. On pourrait peut-être éviter d'avoir à faire un très grand déploiement de tests ou de prélèvements chez les gens en complétant cette information-là avec des analyses des eaux usées, ce qui pourrait permettre de détecter des changements rapides. Donc, ça pourrait informer les gens qui prennent des décisions en santé publique parce qu'idéalement, cette méthode-là pourrait détecter l'émergence d'une deuxième vague. Donc, clairement, l'information de l'eau usée pourrait informer la santé, les décisions prises en santé publique. Mais bien sûr, ça exige qu'on déploie les efforts nécessaires là, pour accélérer la recherche qui est requise pour pouvoir adapter l'épidémiologie des eaux usées à ce niveau biomarqueur-là qui n'a pas été suivi dans les années antérieures. Et voilà, ça conclut pour la présentation sur l'épidémiologie des eaux usées. Merci beaucoup, Viviane. Il y a tellement beaucoup de questions en ce moment qui commencent à arriver. Je ne sais pas si tu les vois, si tu peux les voir. Je pense que oui, dans la fenêtre de clavardine. Attends, c'est parce qu'il faut que j'arrête de partager, je pense, pour ça Ah que non, mais pas. normalement, tu pourrais aller en bas de ton écran, puis... OK, ouais. Puis là, c'est ça, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ont été répondues pendant, là, mais si tu remontes au début... Oui. Tu peux peut-être les lire tout haut pour les gens. Oui. OK. Donc, il y a une question. De plus en plus, les villes investissent dans les infrastructures pour empêcher les débordements des usines d'épuration en séparant les eaux pluviales et les eaux d'égout. Selon vous, y aurait-il un impact de ces infrastructures sur l'épidémie des eaux usées? Ici, la question vient très souvent, là, c'est venu beaucoup au début aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que l'approche qu'on utilise, ce n'est pas une approche basée sur la concentration. Ce qu'on mesure, oui, c'est la concentration, mais l'information qu'on utilise, ce n'est pas la concentration, c'est la charge. Donc, on utilise le volume d'eau qui est arrivé à la station et on fait une correction. Donc, pouvoir dire, cette population-là mène à
1 gramme de cocaïne par jour qui arrive à la station. Donc, peu importe qu'elle arrive très diluée par une eau pluviale ou non diluée par l'eau pluviale, ça ne vient pas changer l'analyse qui est faite. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, oui, le COVID, les virus du COVID sont détectables dans les eaux usées. OK, il y a une question. Okay, how easy can the back calculation be from one city to another, given that we use different sewer systems, so different size, different condition, different temperature, and how can we calibrate? Ça fait référence au point que j'ai mentionné, où quand on commence à faire des comparaisons entre les lieux, ça peut devenir difficile parce qu'il peut y avoir un biais dû justement à l'infrastructure de collection des eaux usées. Donc, il faut prendre ça en considération quand on fait les calculs. Pour l'instant, il n'y a pas de méthode standard de correction. Il y a beaucoup de chercheurs qui se posent sur la question, dont Christophe Hort en Suisse, qui travaille beaucoup sur ces aspects-là, mais c'est très difficile. Donc, ça prend un travail colossal là, pour pouvoir arriver à calibrer le modèle. Par contre, si on regarde en fonction du temps sur un même site, bien, ces paramètres-là ne changent pas. Donc, comparer un site avec lui-même en fonction du temps est beaucoup plus facile que de comparer les sites entre eux. OK, il y a une question qui est, ben, je n'ai pas la réponse, mais la valeur élevée d'avril 2018 pourrait être attribuable au 420, donc le 20 avril, une journée de consommation du cannabis. C'est un bon point. Je ne me souviens pas exactement des dates pendant lesquelles les échantillons ont été prélevés, mais en général, c'est plutôt dans le mois que les échantillons sont prélevés, mais je vais faire un suivi pour ça. Il y a une question sur la représentativité des échantillons. Donc, comme la ville de Montréal a beaucoup d'eau usée, nécessairement, et qu'on a juste une station, donc toute l'île de Montréal est desservie par la même station de traitement, c'est sûr que ça apporte un certain défi. Par contre, la ville de Montréal a un très, très bon système d'échantillonnage, justement, vu la taille de la station d'épuration. Ils ont un système d'échantillonnage qui récupère un très grand volume d'eau à chaque jour et en fonction du temps là, pour couvrir le 24 heures. Et de ce grand volume-là est prélevé l'échantillon. Donc, on réussit à avoir un échantillon là, qui est tout de même représentatif de la journée malgré la grande échelle de la station. Il y a une question, connaît-on l'efficacité des procédés de désinfection sur l'élimination du virus de la COVID-19? Je ne suis pas certaine s'il y a beaucoup de données très spécifiques à ce virus-là. Par contre, ce n'est pas un virus qui est moins sensible aux techniques de désinfection que d'autres virus. Donc, la question vient souvent, est-ce qu'on est à risque de contaminer le virus par l'eau potable? Donc, ce n'est pas le cas. Donc, les mécanismes ou les unités de traitement qui sont en place dans les stations de traitement d'eau potable sont conçus pour éliminer l'ensemble des virus qui sont là sur une base régulière. Donc, ce n'est pas nouveau qu'il y a des virus dans l'eau usée ou dans l'eau potable. Donc, les mécanismes sont déjà en place pour éliminer ces virus-là. Et il n'y a pas de raison pour ce virus-là en particulier de ne pas être éliminé par les techniques qui sont déjà utilisées. Il y a une question, est-ce qu'il est possible de faire un échantillonnage en continu pour pouvoir rapidement détecter s'il y a une émergence de la maladie? C'est bien sûr un objectif qui est intéressant. Une des problématiques en ce moment, c'est que les tests qui sont effectués sur l'eau usée utilisent les mêmes réactifs que les tests qui sont utilisés chez les gens qui sont infectés. Donc, il faut réussir à trouver la bonne balance à où mettre les priorités. Donc, c'est une des étapes limitantes en ce moment. Donc, il faut démontrer la valeur de la méthode pour pouvoir avoir accès à des laboratoires, pour pouvoir avoir accès aux réactifs, dans l'optique de dire, bien, après, on va couvrir un grand ensemble de la population avec beaucoup moins de réactifs requis puisqu'on va capter plus de gens à la fois. Puis un autre élément aussi que je n'ai pas mentionné précédemment, mais qui s'applique au COVID-19, c'est que
On va capter aussi les gens qui sont asymptomatiques parce que s'ils sont infectés, ils vont quand même excréter le virus. Donc, ça vient chercher, ça vient donner une information supplémentaire qu'on n'est pas capable d'obtenir présentement avec les tests qui sont faits de façon plutôt ciblée sur les gens qui ont des symptômes. OK, une question pour la conférence à 15 heures. Quand je vais avoir fini de répondre les questions, je pourrai mettre le lien dans la discussion pour être sûr que tout le monde peut y avoir accès. Mais si vous cherchez le Water Research Foundation, je pense qu'il est présentement sur la première page quand on arrive sur leur site. Il y a une question sur les pesticides. Est-ce que la présence des pesticides, est-ce qu'il existe des données sur les pesticides dans les eaux usées? Oui, il y en a. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à me contacter après par courriel. Je pourrais vous envoyer quelques références clés. Mais oui, les pesticides sont aussi détectés dans les eaux usées. Certains types qui sont utilisés de façon plus pour des cultures qui sont en milieu rural. Souvent, on en détecte un peu moins dans les eaux usées, mais de façon générale, beaucoup de pesticides sont détectés aussi dans les eaux usées. Maintenant, une question sur où sont prélevés les échantillons. Donc, comme on veut avoir l'information relativement à la population, ça veut dire qu'il faut que l'eau ne soit pas traitée, parce que sinon, si on la traite, on vient modifier sa composition. Et là, on peut difficilement utiliser cette information-là comme étant un portrait de ce qui a été excrété par les gens qui sont desservis par la station. Par contre, donc ça, c'est pour l'épidémiologie des eaux usées. Par contre, il y a beaucoup de chercheurs, incluant mon groupe de recherche. Donc, je suis ingénieure. La majeure partie de mes travaux visent plutôt qu'est-ce qui se passe dans la station, parce qu'on veut améliorer qu'est-ce qui se passe dans la station. Donc, on fait aussi des prélèvements en cours de traitement pour voir quand est-ce que c'est éliminé, comment on peut optimiser les méthodes de traitement. Mais dans le contexte de l'épidémiologie des eaux usées, c'est uniquement l'eau qui est à l'entrée. Ah, je vois que Peter a déjà mis le lien pour la session de fermeture du Water Research Foundation. Donc, je vous invite à consulter dans la boîte de clavardage. OK. Une question sur les limites de détection. C'est pas encore, on n'est pas encore là, malheureusement. Je peux pas vous donner cette réponse-là. Je sais que le groupe aux Pays-Bas et le groupe aux États-Unis travaillent à pouvoir fournir cette information-là parce que la question revient souvent, mais on n'a pas encore de données exactes jusqu'à quel niveau vers le bas. Donc, combien de gens ça prend dans une population pour pouvoir détecter le virus à la station? On n'est pas encore en mesure de répondre à cette question-là. Okay. Une question dans le cas où il y a plusieurs stations d'épuration pour une même municipalité, surtout en zone métropolitaine. Donc, ce qu'on a fait dans le projet pilote de Statistique Canada, c'est qu'on a choisi d'agréger les données. Donc, ça veut dire qu'on fait un échantillonnage à chacune des stations, mais quand l'information est transmise, elle est transmise après avoir agrégé les données pour la région métropolitaine. L'objectif de faire ça, c'est qu'on souhaite que ça demeure une façon non discriminatoire d'avoir l'information. Donc, l'objectif n'est pas de dire ce quartier-là est plus problématique que l'autre quartier. Cette information-là pourrait être utile pour les gens de santé publique, mais pas d'utilité pour le public en général. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand on utilise la méthode de le faire dans le respect des droits des gens qui sont desservis par les stations. OK. Il y a une question. Est-ce que les stations d'épuration analysent continuellement les produits présents dans l'eau qui arrivent aux stations, par exemple les médicaments, ou s'ils le font simplement dans le cadre de mandats spécifiques? Ça dépend de quel pays on pense. Si on se limite au Canada, pour ce qui est des composés pharmaceutiques ou les médicaments ou les pesticides, il n'y a pas de règles présentement qui imposent des taux d'enlèvement lors du traitement des eaux usées. Donc, ça veut dire que les municipalités n'ont pas besoin de faire ces analyses-là pour démontrer que leur station fonctionne correctement.
Donc, oui, dans ce cas-là, c'est des mandats qui sont très, très spécifiques ou des projets de recherche qui sont faits en collaboration avec les universités ou même certaines municipalités, et dans mon groupe de recherche, on le fait pour plusieurs municipalités, ils veulent valider est-ce que ce qu'on fait est bon pour enlever les produits pharmaceutiques. Donc, ils vont eux-mêmes solliciter des analyses qui ne sont pas requises juste pour avoir de l'information relativement à l'efficacité de leur système de traitement. Donc, c'est assez variable. Ce qui commence un peu en Europe, par contre, dont en Suisse, c'est qu'ils ont vraiment mis des mesures en place pour que les municipalités fassent des suivis pour qu'éventuellement, il y ait vraiment là, des normes à respecter sur les taux d'enlèvement de ces composés-là. Okay. Il y a une question sur les bénéfices pour le suivi des drogues dans les contextes de légalisation. Est-ce que cette information-là peut permettre de voir est-ce que c'est consommé de façon légale ou illégale? C'est un des objectifs de Statistique Canada. Je n'ai pas du tout été impliquée dans cette partie-là parce que ça implique avoir un accès à l'information sur les différentes sources où les ventes ont lieu de ces drogues-là pour pouvoir comparer aux données qui sont mesurées. Mais je sais que c'est leur objectif. Donc, ils veulent pouvoir dire, on avait une certaine charge de drogue à l'effluent avant. Si on regarde les ventes sur le marché, est-ce que ça représente 10 20 50 en espérant que la légalisation va permettre de se rapprocher de plus en plus, d'avoir un équilibre entre les deux et donc de pouvoir dire que maintenant la majorité des gens qui consomment sur le marché légal plutôt que le marché illégal. Il n'y a pas encore de données qui ont été publiées sur ça. Okay. Il y a une question qui est très spécifique les préventions. Donc, j'imagine que les précautions à prendre pour déterminer où va être la prise d'eau potable d'une station relativement au rejet d'une eau usée. Je dirais que c'est assez difficile de faire un sommaire rapide de ça, mais oui, c'est des choses que les municipalités prennent en compte. Donc, les municipalités sont au courant d'où l'eau usée de la municipalité précédente est déchargée pour pouvoir ajuster où ils vont prendre leur source d'eau potable. Et il y a beaucoup d'analyses qui sont faites là, pour choisir ces différents points-là. Il y a une question, est-ce qu'on pourrait appliquer l'épidémiologie des eaux usées à une école plus spécifiquement, donc pour pouvoir cibler ou monitorer l'école précisément? Oui, c'est possible. C'est sûr que ça prend un accès à un point d'échantillonnage, ce qui est l'élément plus difficile. Et il faut aussi avoir les approbations pour s'assurer qu'on respecte toutes les règles d'éthique en faisant un échantillonnage beaucoup plus ciblé, mais ça pourrait à la limite se faire tant qu'on a un accès à cette eau usée-là. Okay, il y a une question, est-ce qu'on pourrait en théorie faire un échantillonnage plus détaillé dans le réseau d'égouts lui-même pour voir la distribution spatiale du niveau d'infection? Donc, c'est très similaire à la question sur les écoles. Oui, c'est toujours possible de le faire en autant où on ait un accès à prélever un échantillon et qu'on peut le faire de façon représentative. Donc, il faut toujours faire attention, surtout pour des éléments qui sont excrétés de façon peut-être plus ponctuelle. Donc, on a tous tendance à aller à la toilette à peu près en même temps. Donc, donc, à des pointes, là, si on regarde la population en général, là, il y en a beaucoup le matin, il y en a beaucoup après les repas, il y en a beaucoup après le souper, beaucoup avant de se coucher. Donc, il y a nécessairement des pics dans la journée. Donc, si on y va et qu'on prend un échantillon à 3 heures de l'après-midi, ben, ce n'est pas nécessairement un échantillon qui est représentatif. Donc, il faut un accès et il faut pouvoir installer un échantillonneur qui va fournir un échantillon représentatif.
OK, la dernière question que je vois, est-ce qu'on est en contact avec les gouvernements provinciaux ou fédéral pour la mise en place des procédures de détection du COVID? Oui, c'est vraiment une très, très grande équipe. Et je sais que Peter Van Ronegem, qui est directeur de Centro, est beaucoup impliqué dans ça aussi. Il y a déjà des discussions avec différents groupes. L'objectif est vraiment de mettre en place le projet de façon collective et de s'assurer que si tout ça se fait, c'est dans une optique qu'il va y avoir des gens intéressés à utiliser les données. Donc, on ne veut pas canaliser les ressources pour l'épidémiologie, des eaux usées pour le COVID-19, s'il n'y a pas un intérêt d'utiliser l'information qui va être fournie, parce que sinon, on va juste avoir dilué les ressources disponibles pour d'autres initiatives qui pourraient être bénéfiques pour la population. Il y a une autre question qui s'est ajoutée pendant que je parlais. Donc, est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent être mises en place pour pouvoir aider dans le contexte de la mise en place de nouvelles normes, par exemple pour l'enlèvement des contaminants d'intérêt émergent, comme ce qui se fait en Suisse? Oui, il y a beaucoup de recherches qui s'est fait sur ça. L'ozonation, dont la Ville de Montréal est en train d'implanter comme technique de désinfection, a été démontré là, dans plusieurs études comme étant une méthode qui permet d'éliminer ces composés-là. Donc, c'est sûr que ça va avoir un effet positif peu collatéral. Donc, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de désinfecter, mais en même temps, ça va permettre ces taux d'enlèvement-là. Et dans le contexte du projet en Suisse, c'est aussi un élément qu'ils font. Donc, ils regardent en même temps les différentes technologies qui pourraient être requises ou qui pourraient être demandées pour pouvoir aller chercher les taux d'enlèvement requis. Donc, quand on met des nouvelles normes en place, c'est toujours un élément clé. Il ne faut pas mettre une norme qu'on sait que personne ne peut rencontrer parce que ce n'est pas utile. Donc, quand la norme est là, si on veut la suivre puis l'implanter, bien, il faut s'assurer que les municipalités vont être en mesure de mettre en place les méthodes requises pour pouvoir assurer ces enlèvements-là. Et il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il n'y a malheureusement pas une solution qui va être la solution miracle pour toutes les stations. Donc, l'eau usée, bien que c'est similaire sur plusieurs facteurs, c'est très différent sur d'autres aspects de ses caractéristiques. Donc, en général, pour choisir une technologie, il faut vraiment faire l'analyse spécifiquement pour la station avec laquelle on travaille. Il n'y a pas de solution miracle. Ce qui est bon pour un endroit est peut-être pas la meilleure technologie pour un autre endroit. OK. Est-ce que c'est faisable au niveau des coûts ou ce sont des analyses qui sont très dispendieuses? Bon, les analyses qui sont faites, si c'est dans le contexte du COVID, je peux moins m'avancer. Ce ne sont pas des analyses que je fais dans mon laboratoire. Donc, c'est des analyses en QPCR qui n'est pas du tout dans mon domaine. Donc, je ne peux pas commenter sur les frais. Par contre, si on compare entre tester 1000 personnes ou tester un échantillon d'eau usée, il y a une économie d'échelle. Donc, en moins de tests, on couvre la même ou même plus grande proportion de la population. Donc, dans ce cas-là, il y a nécessairement, selon moi, un avantage, bien que la technique ne peut pas complètement remplacer ce qui est fait chez les personnes, parce que, par exemple, un suivi en eau potable ne pourrait pas dire, si on prend la ville de Montréal, ça ne pourrait pas dire c'est telle personne qui est infectée et on devrait l'isoler. Ou c'est tel secteur qui est touché, ce secteur-là pourrait être isolé. Si on fait à l'échelle de toute la population, cette information-là ne serait pas disponible. Donc, en épidémiologie des eaux usées, on dit toujours que ce n'est pas une méthode de remplacement, c'est une méthode complémentaire qui va amener une source d'information qui est présentement non disponible avec les techniques conventionnelles. Donc, Maxime, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je pense qu'on est arrivé au bout de la liste. C'est super. Merci infiniment, Viviane, d'avoir accepté de donner ce webinaire-là aujourd'hui. Je veux aussi dire que le webinaire, si Viviane est d'accord, évidemment, va se retrouver sur YouTube d'ici quelques jours pour les gens qui vont l'avoir manqué.
Puis, j'imagine que s'il y a des questions qui restent, tu vas rester disponible par courriel. Donc, Oui, je remercie beaucoup certainement. tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. On a atteint les 140 participants, je crois. Et puis, je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine avec le professeur Simon Barnabé de l'UQTR qui va nous parler de microalgues et d'eau usée industrielle. Donc, voilà. Bonne journée à tout le monde et merci encore, Viviane. Ça fait plaisir. Merci à Centro.